Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Merci d'avoir accepté d'assister à cette rencontre consacrée à l'économie politique de la République islamique d'Iran, organisée à l'initiative de la Revue internationale des études du développement, qui est publiée désormais, vous le savez peut-être, par le soin des publications de l'Université de la République et qui prend le relais de la prestigieuse revue de tiers-monde, près de 60 ans après sa fondation. Nous allons y revenir dans un instant. Permettez-moi également par usage de me présenter, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, Nasser Estemadi. Je suis journaliste à la Radio France Internationale Service Persan, où je m'occupe en particulier des questions iraniennes et afghanes, et en tant qu'auteur et réalisateur. Je suis également réalisateur documentaire, dont certains qui ont été consacrés aux questions économiques iraniennes. Or, ce soir, trois économistes de talent, bons connaisseurs des questions iraniennes, Thierry Kovi, Marie Nadier-Fourabi, Mirdad Vahabi, vont essayer de partager avec nous leur analyse et expertise au sujet des questions soulevées, développées dans ce numéro spécial de la Revue internationale des études du développement, qui est consacré encore une fois à l'économie politique iranienne. Et après cette première partie, il y a un court moment où j'essaierai d'évoquer quelques observations ou quelques hypothèses sur le même sujet. La parole sera donnée à ceux qui souhaitent en passant faire part de leurs remarques, interrogations, ou interpeller les intervenants au sujet des questions développées tout au long de cette séance. Mais avant tout, je souhaite inviter le Naoubou, directrice de publication de l'Institut d'études du développement économique et social, puis dans un autre moment, Pierre Sangara Vénou, j'espère que je prononce bien, je suis désolé, directeur des publications de la Sorbonne, qui vont tour à tour reconstituer l'évolution de l'Institut d'études du développement économique et social, c'est-à-dire la création de la revue du tiers-monde et le sens qu'il faut donner désormais sous sa nouvelle appellation à l'arrivée de la Revue internationale des études du développement dans le catalogue des publications de la Sorbonne. Donc, je ne vais pas abuser davantage de votre patience. La parole est à vous. Merci. Merci. Merci Nasser. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas parler très longtemps. Je voudrais juste introduire finalement les presque 60 ans de cette revue. En 3 points. D'abord, l'histoire de cette revue et l'histoire de l'Institut d'études du développement économique et social sont évidemment très liés sur au moins 4 points. Tous les deux sont fondés dans un contexte particulier, les années 60, accélération d'histoire, trajectoire de pays alors dénommés en développement, puis émergents et d'autres pays ensuite, des basculements idéologiques à étudier, fondés également les deux par des universitaires engagés sur des causes et des mouvements d'idées progressistes, convaincus de l'importance de prise de conscience nécessaire sur les problèmes rencontrés par la mondialisation. Troisième point, convaincus aussi ces universitaires d'un développement par la connaissance de qualité. C'est un principe fondateur, je pense, de la revue Tiers-Monde et que la Revue internationale des études du développement compte bien poursuivre. Et enfin, ces universitaires et ces fondateurs déterminés à diffuser ce savoir qui aide à comprendre au sens premier du terme, prendre ensemble, pour éclairer l'action dans toutes ses déclinaisons, coopération scientifique, coopération politique, coopération technique et économique, mais également culturelle. En deuxième point, 60 ans ont passé, presque 60 ans ont passé. La revue trimestrielle a maintes fois changé d'atour, de couverture, de maquette, pour la première fois de nom, sans céder sur le fond, sans céder en restant fidèle à son histoire, à ses principes fondateurs et à une ligne éditoriale que je voudrais aussi simplifier en 5 points, ligne qui fait que cette revue est connue, reconnue, classée, et nous comptons bien poursuivre là encore cet héritage et le porter haut. Premier point, une revue qui mobilise différentes disciplines, les sciences humaines bien sûr, mais aussi les sciences dures, quand c'est nécessaire, pour des questions heuristiques, c'est très important.
préconisant dès que cela s'y prête une visée comparatiste, internationale, privilégiant des travaux documentés, fondés sur des données empiriques avec des méthodologies énoncées qui peuvent être discutées scientifiquement, ayant vocation à s'adresser à tous les publics, académiques bien sûr, mais professionnels, dès lors que la curiosité, l'ouverture, le désir de connaître sont au rendez-vous. Et enfin, préconisant, comme le souhaitait, que je souligne, Nasser, une approche très large du développement. Non pas le développement comme ingénierie normative et institutionnelle, mais un processus pluridimensionnel de transformation du monde, avec toutes ses dimensions économiques, sociales bien entendu, mais aussi politiques, culturelles, religieuses, idéologiques. Enfin, sur un troisième point, cette année 2017, la revue inaugure, avec ce numéro, son nouveau nom, Revue internationale des études du développement, plus en phase avec son temps, plus en phase aussi avec son contenu, et un nouvel éditeur, désormais public, prestigieux, affichant l'ambition de notre université à asseoir un rôle de diffusion d'une pensée libre, plurielle, complexe quand il le faut, ouverte à l'international. Et pour cela, avec un sujet, l'Iran, qui est trop souvent resté dans l'angle mort des analyses académiques. Nous avons fait un petit remember pour voir un peu si nous avions traité ce pays dans les 60 ans passés. 2 articles seulement ont pu être trouvés et c'est dramatiquement, évidemment, insuffisant. Voilà, je remercie Mehrdad Vahabi et Thierry Colville d'avoir su mener dans des délais extrêmement serrés, je le souligne, et compatibles avec les échéances de modernisation de la revue, ce numéro. Je remercie également les équipes des publications de la Sorbonne que nous apprenons à connaître et que nous avons rejoints, son directeur également pour sa confiance, et enfin les équipes de la revue, Agnès Brûlé qui est dans la salle, Mathilde Nicoli, Marie Mardin qui est restée à Nogent, Carlos qui est également à nos côtés. Voilà, cette aventure éditoriale, elle est expérimentée par ses 60 ans, presque 60 ans d'expérience, et pourtant toujours fragile. Elle a besoin de soutien. Le numéro discuté ensemble ce soir est en vente au fond de la salle. Et mieux encore, si vous le souhaitez, souscrire un abonnement sera bien entendu pour nous extrêmement précieux. Merci beaucoup et je donne la parole à Pierre. Anne, bonsoir à tous. Donc moi je serai bref puisque vous êtes venus ce soir pour entendre parler de l'Iran et pas de la maison d'édition de Marien. Mais je souhaite tout de même exprimer toute notre gratitude aux équipes qui font cette revue. D'abord à l'équipe de l'IEDES, à commencer par sa directrice Anne Menaïlou, et puis à toute l'équipe de la revue elle-même, Marie Bardin, Agnès Brûlé, qui sont là. Et la dernière, c'est Madame Nicoli, et que je n'oublie pas, ainsi qu'à toute l'équipe des publications de la Sorbonne, Laurent Tournier qui est responsable éditorial, Valérie Chénieux, responsable financière, Laurent Tournier, je l'ai déjà dit, et puis naturellement Ingrid Saillard qui vous attend au fond de la pièce si vous êtes intéressé par ce numéro de la RIED. Et enfin, le primus inter pares, Martin Dulon, qui est de notre côté la cheville ouvrière de cette revue, c'est-à-dire vraiment du côté publication de la Sorbonne, et c'est une tâche qui est extrêmement ardue parce que c'est peu connu, l'éditeur spécialisé dans les revues a affaire à de très nombreux interlocuteurs qui sont plus exigeants les uns que les autres, et donc je le remercie de tout le travail très efficace qu'il mène depuis plusieurs mois. Voilà, alors nous sommes très honorés d'accueillir aux publications de la Sorbonne, qui changent de nom d'ailleurs à partir du 1er septembre, qui deviennent les éditions de la Sorbonne. Nous sommes très honorés d'accueillir cette nouvelle revue, enfin cette revue qui est ancienne, nouvelle pour nous, cette revue qui est en fait une grande dame de l'histoire des sciences humaines. Tu l'as dit, Anne, elle a été fondée en 1960, et moi ça me rappelle ma jeunesse, si je puis dire, puisque je n'étais pas né en 1960, mais j'ai étudié en thèse ce qu'on appelait les sciences coloniales, et j'ai croisé à cette occasion la revue Tiers-Monde, puisque c'était son nom auparavant, puisque dans les années 1940-1970, eh bien, des disciplines dites coloniales se sont transformées pour partie en sciences du développement, et la revue Tiers-Monde a joué un rôle déterminant dans cette transformation, sous la houlette notamment de François Pérou, économiste très important, qui a enseigné dans notre université. Voilà.
Alors nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cette revue, même si évidemment nous avons déjà une expertise dans le domaine, puisque les publications de la Sorbonne possèdent un portefeuille de revues, avec notamment la revue Société et Représentation, qui est une revue d'histoire culturelle, la revue Socio-Anthropologie, ou encore la revue d'Histoire des sciences humaines, on en parlait tout à l'heure. Mais nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cette grande revue qui correspond au fond au projet intellectuel, je crois, à la fois sans doute de notre université, Paris Panthéon-Sorbonne, et puis des publications de la Sorbonne en particulier, puisque tu l'as déjà évoqué, elle a deux caractéristiques. Elle est pluridisciplinaire et elle est internationale. Alors la pluridisciplinarité nous est chère aux publications, puisque nous publions des travaux dans l'ensemble des disciplines qui sont représentées à Paris 1, des sciences humaines et des sciences sociales, mais aussi des sciences juridiques, économiques et politiques. Et nous essayons de promouvoir les échanges, transferts, interactions disciplinaires. Alors comme en témoigne la RIED, bien sûr, mais aussi nos parutions, y compris les plus récentes. Nous venons de publier un ouvrage qui s'intitule Humanité environnementale et qui tente de réunir des spécialistes de différentes disciplines pour penser ce sujet, ce nouveau sujet si important pour nous. Et puis, tu l'as dit, c'est une revue qui est par définition, par essence, par nature, de par ses origines internationales, voire transnationales. Et c'est évidemment pour nous aussi quelque chose de très important, rendre visibles les travaux de notre université, aussi des collègues qui travaillent dans les universités francophones en Europe et dans le monde. Nous y travaillons au sein des publications en publiant des traductions de grands classiques des sciences humaines et des sciences sociales en langue française, en essayant de promouvoir des coéditions avec des maisons d'édition étrangères, et notamment des maisons d'édition maghrébines ou arabes, par exemple au Liban, mais aussi en Amérique du Nord. Voilà, donc ces deux caractéristiques nous semblent très importantes, et c'est pourquoi nous allons tâcher de soutenir de la meilleure des façons cette grande revue dans les années à venir. Merci à tous. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Pierre pour ces explications et éclaircissements. En fait, c'est un événement doublement important. D'une part, c'est un événement important que cette revue est publiée désormais par le soin de publication de la Sorbonne. C'est aussi, à ma connaissance, on va y revenir peut-être dans un instant, c'est la première fois qu'il y a un numéro spécial sur l'économie politique d'Iran. Donc, chers amis, n'oubliez pas de l'acheter. Sachez également que l'intégralité de cette rencontre sera diffusée. Je parle de la vidéo de cette rencontre sur le site d'internet de l'Institut d'études du développement. N'oubliez pas d'essayer d'en faire écho autour de vous, et surtout l'abonnement qui a un grand soutien pour cette prestigieuse revue qui se consacre à l'échelle internationale aux grandes questions économiques et sociales. Comme je disais il y a un instant, ce soir, Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'école de hautes études en sciences sociales, Thierry Covid, enseignant-chercheur en économie à Novancia Business School et Institut de Relations internationales et stratégie, et enfin Mehrdad Varabi, économiste et maître de conférence à l'Université de Paris 8, directeur de recherche et membre du comité éditorial de la revue Tiers-Monde, vont nous éclairer sur les thèmes et questions évoqués dans ce numéro spécial consacré à l'économie politique de la République islamique d'Iran. Mehrdad Varabi, qui va prendre dans un instant la parole, comme vous le savez, est auteur de plusieurs dizaines d'articles et de livres en français et en anglais sur les questions économiques, sans oublier évidemment d'innombrables articles, d'essais et de réflexions qu'il n'a pas cessé écrit en persan durant ces 4 dernières décennies. Par l'économie de temps, je mentionne seulement son dernier livre, très novateur, écrit en anglais, sous le titre de Political Economy of Predation, et publié par la Cambridge University Press. Puisque tu as dirigé en fait ce numéro spécial Mehrdad avec Thierry, j'aimerais en fait te poser la question
Donc pourquoi cette initiative? Qu'est-ce qui a motivé ce travail, comme je disais il y a un instant, sans précédent? Avec plaisir, Nasser. Avant tout, je tiens à remercier cette revue pour avoir accordé un numéro spécial à l'économie politique d'Iran. Il faut dire que la revue Tiers-Monde, désormais rebaptisée comme le développement, les revues internationales des études de développement, ce titre correspond et il est complètement en adéquation avec ce qu'on a fait dans ce numéro. Il est vraiment une revue internationale dans le sens où les contributeurs à ce numéro viennent de 3 parties du monde, des États-Unis. Nous avons 3 en fait collègues économistes et sociologues. Mansour Moattel, sociologue à l'Université de Maryland, Cyrus Pina, Minnesota, aux États-Unis, et également Javad Saleh Esfahani de l'Université de Michigan. Donc Javad Saleh Esfahani, il est économiste, Cyrus Pina économiste, et Mansour Moattel, il est sociologue. Et également, en fait, un économiste iranien, un économiste indépendant iranien, on le connaît bien, Mohammad Maljou, et également les économistes en France, donc Thierry et moi-même, et également un historien en France, Nasser Mohajer, qui est parmi nous. Donc une bonne partie des participants à ce numéro ne sont pas présents, mais ça montre clairement qu'il s'agit d'un numéro tout d'abord constitué par la contribution de différents endroits. C'était une collaboration entre les chercheurs en France, aux États-Unis et en Iran. Et également, il s'agit d'un travail pluridisciplinaire. Les sociologues, les économistes et également historiens ont contribué à ce numéro, même si les économistes ont piloté ce numéro. Une dernière chose par rapport à ce caractère des études de développement, je dois dire que 2 méthodes ont été utilisées. Il s'agit à la fois d'une méthode quantitative, on a en fait l'utilisation de l'économétrie des données par les de données qui a été utilisée dans les 2 articles, et également l'analyse qualitative basée sur une méthode institutionnelle et historique. Donc c'est dans ce sens-là vraiment une variété des méthodes, des thématiques qui ont été couvertes par ce numéro spécial. Et il faut dire que chaque article a été en fait révisé, et donc on a désigné des rapporteurs, dont minimum 3 rapporteurs. Donc les rapporteurs, sauf l'un qui est là présente, Marie, les autres sont anonymes et on ne le voit pas, mais il faut reconnaître leur travail important pour assurer la qualité en fait de ces travaux. Également, bien évidemment, il faut le dire et il faut le répéter que sans la coordination de Agnès Roulet et Mathilde Nicoli, ce travail ne pouvait pas achever dans le temps. Et bien évidemment aussi nos remerciements vers Anne Rayou pour avoir été un soutien pour cette aventure. Donc, j'aimerais bien dire qu'il est vrai que c'est un travail pluridisciplinaire, mais piloté par les économistes. Donc, chez les économistes, il est important de savoir qu'est-ce qu'on entend par l'économie politique et pourquoi l'économie politique de la République islamique d'Iran. J'aimerais bien d'abord préciser le sens qu'on a donné à l'économie politique, puis sur la notion de la République islamique d'Iran, qu'est-ce qu'on a privilégié dans la représentation de cette République. Tout d'abord, tous les économistes savent que depuis 1841, c'est-à-dire depuis la préface de Jean-Baptiste Say au principe d'économie politique, les économistes définissent la science économique comme la science qui étudie les moyens par lesquels les richesses sont produites, réparties et consommées. C'est une définition qu'on retrouve dans tous les manuels d'économie, et c'est à partir de cette définition que les économistes revendiquent leur indépendance par rapport à la science politique. Malgré la richesse de cette définition s'expose à 2 critiques majeures. La première critique: si l'économie est la science de la production des richesses, que faire avec la destruction de la richesse? Cette question n'est pas du tout anodine pour le cas iranien. Prenons le cas iranien, ça commence 1979, une révolution, 1980, le début d'une guerre de 8 ans avec l'Irak jusqu'en 1990. Et entre cette période, il faut aussi souligner 1981,
qui est le massacre de l'opposition iranienne, l'opposition indépendante, non islamique aussi, et islamique du parti qui n'était pas avec le gouvernement. Et également en 1988, la fin de la période de 8 ans de guerre, on a le massacre des prisonniers politiques. Et entre-temps aussi, la suppression des mouvements ethniques revendicatifs, les femmes également, et aussi tous les mouvements en fait de minorités religieuses qui ont été supprimés. Donc, si vous regardez, vous pouvez rajouter à cette liste longue, en fait sanguine, l'histoire aussi des embargos, des boycotts économiques de l'Iran. Donc, vous avez en fait une palette complète de différentes formes de destruction. Quel est l'impact de tout ça sur la performance économique en Iran? D'accord? La deuxième critique à laquelle ça sera livré, cette définition de l'économie politique, c'est que dans cette définition, l'économie politique, c'est la science de la production des richesses. Mais que faire avec l'appropriation de la richesse? Nous savons que pas mal des pays, des groupes d'individus, ils ne se contentent pas de produire, mais ils préfèrent, ou parfois ils combinent, la production avec l'appropriation, la prédation. C'est-à-dire, ce qui est produit par les autres, on s'approprie ce qui est accapare, ce qui a été produit par les autres. Et ça, dans le cas iranien, est doublement vrai. D'une part, parce qu'on a la question de la rente pétrolière. Donc la rente pétrolière est la base d'un comportement rentier pour l'État. Mais aussi, une deuxième chose, c'est le comportement de ce qu'on appelle la confiscation permanente, et qui a donné lieu à tout ce qui est des groupes para-étatiques, des secteurs para-étatiques sur lesquels je reviens. Donc, c'est dans ce sens-là que nous souhaitons comprendre la question de l'économie politique. L'interaction entre l'économie et l'État et les conflits dans la trajectoire historique qui détermine le choix entre la production et la prédation. La République islamique d'Iran doit être contextualisée dans un contexte de conflit et de l'appropriation, sans lequel on ne peut pas comprendre le contour de la République islamique d'Iran. Pour tout ce que je viens de citer, les faits historiques, la chronologie, il faut dire qu'il faut connaître la structure de régime. Donc on a deux choses aussi, on a rajouté à des contributions à ce numéro, un lexique, un glossaire, qui donne des définitions des éléments qui sont particulièrement liés à la République islamique. Par exemple, le conseil de discernement ou le conseil des gardiens. Donc tous ces éléments qui sont liés à la structure spécifique de la République islamique d'Iran ont été définis dans un article, et également en ce qui concerne la chronologie des événements, ce que je viens de citer, on a une partie aussi qui est consacrée à la chronologie des faits majeurs économiques et politiques par rapport à la question iranienne. Maintenant, je reviens sur la République islamique d'Iran. Pourquoi l'économie politique de la République islamique? Parce que la République islamique d'Iran, c'est une forme particulière de l'islam politique chiite. Cette thématique a été étudiée, l'impact de l'islam politique, il a été étudié sur le plan politique. Quel est le lien, par exemple, avec la démocratie? La question des droits de l'homme, surtout dans quelle mesure cet islam politique pouvait ou ne pouvait pas être réconcilié avec la démocratie ou avec la liberté individuelle et les droits de l'homme. La violence, la torture, la prison. On a également étudié la question de l'islam politique par rapport à la société civile, à la question de la modernisation. Mais rarement, la question de l'islam politique a été étudiée du point de vue de l'économie ou performance économique. Certains peuvent dire « Ah, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a pas mal de travaux sur la banque islamique, le système bancaire ou la finance islamique. On a aussi des travaux sur les corporations, par exemple, les lois sur les corporations et pourquoi les lois islamiques ne correspondent pas à la corporation moderne, et ainsi de suite. Encore une fois, ces travaux, il s'agit de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam politique, surtout l'islam politique chiite. Ce qu'on démontre dans ce travail est la chose suivante. L'islam politique chiite
provoque deux choses importantes. Il provoque l'indétermination des droits de propriété et donc un régime confiscatoire. Un régime confiscatoire qui se concrétise par un système para-étatique, qu'on va entrer dans les détails, surtout ce qu'on appelle les fondations religieuses et militaires. Et ces fondations deviennent une source de reproduction d'un régime confiscatoire qui maintient et qui reproduit cette indétermination des droits de propriété. Si on définit les droits de l'homme, non seulement en termes des droits individuels, mais aussi les droits de propriété, l'islam politique n'a pas été étudié du fait qu'il transgresse, qu'il viole ces droits de propriété. Donc, comment et quelles sont les bases de ce qu'on appelle la République islamique d'Iran et cet islam politique? J'aimerais bien dire que les bases peuvent être résumées en gros en 5 points. Je vais citer ces 5 points. Bien évidemment, Thierry va approfondir ces 5 points à travers les articles qui ont été consacrés. Donc, les 5 points qui sont les plus importants, les 5 points qui sont les plus importants dans cette logique sont les suivants. Tout d'abord, nous avons l'islam politique chiite qui donne lieu aux institutions parallèles. Ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner. L'islam politique chiite, c'est un régime théocratique qui, d'une part, provoque la désinstitutionnalisation de l'État formel et d'autre part, crée un État informel au-dessous de la loi et de tous les organismes étatiques. Donc, l'islam politique est avant tout la création des institutions parallèles. En Iran, on a 2 institutions pour n'importe quelle institution sociale, économique, politique, militaire. Donc vous avez l'armée officielle, mais vous avez aussi les gardiens de la révolution. Vous avez la présidence, mais aussi vous avez le guide suprême qui décide au-delà du président et qui contrôle ses décisions, à la fois pour tout ce qui concerne la politique étrangère, mais aussi la politique de la sécurité nationale. Idem pour tout ce qui est l'activité économique. Donc la première chose qu'on a, c'est l'existence d'une force au-delà de l'État qui n'est pas contrôlée par la loi. Le guide suprême ou le pouvoir de jurisconsulte se définit par la question d'inconditionnalité. C'est-à-dire, c'est au fond le guide suprême qui décide. Vous me dites, mais quand même, il y a l'islam. La réponse est que non. Même l'islam ne doit pas être considéré comme une contrainte, une restriction à la décision prise par le guide suprême. Ça, c'est dit parce que les intérêts politiques de l'État doivent être considérés comme supérieurs aux intérêts de l'islam. Deuxième élément, et c'est à partir de là qu'on commence les choses. Deuxième élément, c'est confiscation, une politique de confiscation et création des secteurs para-étatiques. La confiscation a commencé par la Révolution en 1979, avec la confiscation des biens et des actifs de 53 industriels et le régime de charte. Ces biens confisqués ont été délégués à qui? Au guide suprême. Sous quelles conditions? Ces biens ne sont pas gérés par l'État. Ils sont en dehors de l'État. Ils ne sont pas contrôlés par la hiérarchie religieuse non plus. Parce que c'est uniquement l'imam au pouvoir qui peut le gérer. Donc, il est indépendant à la fois de l'État et de la hiérarchie religieuse. Et cette force-là, qui est au-delà de toutes les lois, c'est considéré comme un système parallèle à l'État. Il n'est pas privé, parce qu'il bénéficie de toutes les subventions de l'État, toutes les exonérations. Il n'est pas, d'autre part, étatique, parce qu'il ne rend pas compte au Parlement. Donc, vous avez une instance qui n'est pas ni surveillée par l'État, ni considérée comme privée. Ils sont le privilège en tout.
ces sociétés, en fait, la première, c'est Bolia de Mostazafan, par le religieux, la fondation des déshérités. Mais ça ne se limite pas en 1979. On a une deuxième vague de confiscation en 1988-89, juste après la fin de la guerre, qui est le CETAD. CETAD, c'est aussi gérer les biens abandonnés. L'idée était, tous ceux qui pendant la guerre sont laissés, les actifs doivent être gérés par l'État. On a créé le CETAD. Et enfin, on a soi-disant la privatisation qui a commencé à partir de 2006. Et la privatisation consistait à transférer les actifs des secteurs publics vers les secteurs para-étatiques. C'est-à-dire, cette fois-ci, les pensarons, l'armée révolutionnaire, soi-disant l'armée révolutionnaire, qui a créé une fondation économique. Donc, l'Iran, essentiellement, est géré par 3 types de fondations. Première fondation religieuse, c'est Bolia, depuis 1979. Deuxième, c'est CETAD, à partir de la fin de la guerre 1989. Et troisième type de secteur, c'est Khatam. Qarargah et Khatam, c'est la fondation économique de Separ et Pastaran, des gardiens de la Révolution. Ce système para-étatique, c'est le nom de système qui fait que le régime de la République islamique d'Iran, c'est un régime confiscatoire. Et la détermination des droits de propriété sont reproduits pour cette raison-là. C'est le deuxième élément. Le troisième élément que je voulais insister dessous, c'est l'importance des inégalités sociales en Iran. La fraternité, la société fraternelle qui avait été promise au départ n'a jamais été réalisée. Un des papiers de Javad Saleh Esfahani le montre clairement combien la liste de Gini a augmenté, combien les inégalités ont accru depuis la Révolution par rapport même à la période avant la Révolution. Et enfin, il faut insister sur la résistance de la société civile. Bien évidemment, lorsque je parle de la résistance de la société civile, on a focalisé sur les ouvriers, mais il faut parler aussi des femmes, des mouvements des femmes, il faut parler des jeunes, des étudiants, qui sont en fait une sorte de résistance, créer des organisations non étatiques, indépendantes de l'État. Et toute l'histoire de la République islamique, c'est d'exproprier la société civile des organismes indépendants. Donc, si je vous résume, ce sont les 5 points. L'islam, politique chiite, création des institutions parallèles, le premier élément. Le deuxième, la confiscation et le secteur para-étatique. Je dois rajouter que ce système d'appropriation permanente au régime confiscatoire peut pérenniser grâce à la rente pétrolière. D'accord? Donc, le système de la rente pétrolière avec la confiscation se combine pour donner lieu à des secteurs para-étatiques. Le troisième élément, c'est la détermination des droits de propriété et à l'institution d'un régime confiscatoire. Le quatrième, l'accentuation des inégalités économiques et sociales. Et enfin, la résistance de la société civile. Je résume et je passe la parole. Ce qu'on voit avec l'islam politique, c'est que le grand problème pour la performance économique iranienne, c'est le blocage de l'islam politique. On parle de réformabilité de l'islam politique. Peut-être en politique, je ne suis pas spécialiste en politique, que nous pouvons envisager une réforme quelconque dans l'islam politique, de l'adoucir, de le changer de leur nature. Mais une chose, en tant qu'économiste, je dois dire, impossible, il est impossible de réformer l'islam politique sur le plan économique. Si vous voulez réformer l'islam politique sur le plan économique, il faut supprimer tous les organismes para-étatiques, Bolia, CETA, Khatam. Et il faut clarifier les droits de propriété en Iran. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cet exposé riche et très condensé. Je sais que le temps manque pour aller davantage, mais je pense qu'on aura en deuxième moment l'occasion d'y revenir à travers les questions que la salle va poser. Je me tourne en fait vers Thierry maintenant, après ces explications au sujet des motivations, des caractéristiques, des études publiées par ce numéro. Est-ce que, à ton avis,
co-dirigé également avec Meta ce numéro, on a fait le tour de la question. Bon, c'est vrai, jamais on ne fait jamais le tour de la question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le contenu de ce numéro? Oui, donc bonjour tout le monde d'abord. Bon, moi depuis que je travaille sur l'Iran, j'ai appris à être très très prudent. Donc en général, de toute façon, sur l'Iran, j'ai d'ailleurs un ami qui m'a dit, c'est marrant, à chaque fois que tu parles de l'Iran, tu dis toujours que c'est complexe. Alors, je pense que je répondrai à ça. Je pense que c'est un pays complexe. Néanmoins, comme Mehrdad l'a très bien dit, on a eu, je pense, une question de chance, d'opportunité, puis c'est vrai qu'on a travaillé dans un temps très court. Les éléments dont on parle dans ce numéro structurent beaucoup de choses en Iran, et j'étais frappé, bon, moi je ne suis pas iranien, mais j'étais frappé à quel point les questions, ce qui est bien, c'est de réfléchir de manière académique, on peut les critiquer, ces questions centrales, et à quel point ces questions sont, par exemple, très débattues actuellement lors des élections présidentielles. Elles affleurent dans le débat. Donc, au moins, je pense qu'on a visé assez juste. On ne connaissait pas la teneur des débats sur l'élection présidentielle, mais très clairement, on parle beaucoup plus de ces questions de partage de la richesse actuellement lors des élections présidentielles en Iran que de questions de l'islam politique. Ça intéresse. Manifestement, ces questions de partage de la richesse intéressent beaucoup plus les gens que la question de l'islam politique. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ces questions donc, sur effectivement l'islam politique, la répartition des richesses, le rôle du parapublic, on vient d'en parler, dire ouvertement pendant ces élections, la question du statut des ouvriers, voilà, donc je pense que beaucoup de choses, on ne peut pas parler de tout, mais je pense que ces 4 ou 5 sujets dont on parle, à mon avis, sont très importants, et là au moins, on peut critiquer, mais c'est au moins une vision académique, pas politicienne, qui vise à établir les choses sont compliquées, mais essayer d'avoir un avis un petit peu objectif sur ces questions. Donc, pour répondre à la question, je pense que, je dirais, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais, dans le temps qui m'est imparti, essayer de... Bon, je vous conseille tout d'abord de lire le numéro. Hein. Moi, je ne peux faire qu'imparfaitement retraduire la pensée des auteurs, mais je vais essayer de vous faire des petits résumés pour vous donner envie de lire ce numéro. Donc, effectivement, le premier article... c'est de Mansour Moadel sur la question de l'islam politique, et en tant que sociologue, il pose une question, là en fait on peut dire qu'il est le moins qu'on puisse dire, et je pense également tout ce qui porte sur l'Iran, et je pense que l'intérêt de ce numéro, c'est d'arrêter, moi mon objectif, et je pense que Mehrdad le partage, c'est d'arrêter de laisser l'Iran dans une case comme si c'était un pays spécial. Les questions qui se posent en Iran se posent partout dans le monde, et l'Iran est un pays normal à bien des égards. Donc la question que pose Mansour Moadel des déterminants du fondamentalisme religieux sont très intéressantes pour l'Iran, mais ont une résonance évidemment dans le monde entier. Et lui, il pose cette question en tant que sociologue, et il établit, c'est un article que je vous incite à lire, mais il établit deux éléments de son analyse. D'abord, il se pose la question au niveau macro. Et il dit, voilà, il va prendre l'optique, donc il dit qu'il y a un marché pour les religions, et il dit qu'il y a une demande de religiosité dans tous les pays, et le fondamentalisme religieux peut être lié à la façon dont chaque pays répond à cette demande de religiosité. Et il compare notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors là, je résume, hein, je suis sûr que vous aurez beaucoup d'éléments. Et lui dit, par exemple, en Arabie Saoudite, on a à la fois une offre unique de religion par rapport à cette demande de religiosité, plus un État autoritaire, de ce qui conduit à l'absence de toute la réponse, hein, on peut dire en tant qu'économiste, de cette monopole de l'offre plus un État autoritaire. Ça, il y a absence de tout espace pour une pensée séculaire, et également, on le voit bien, une tendance au renchérissement à être encore plus extrême que l'offre monopolistique de cette religion. Et lui, il compare avec la République islamique d'Iran, il dit, du fait de la division du pouvoir dont on vient de parler, hein, qui n'était pas forcément, qui est quasiment institutionnalisée en Iran, la division du pouvoir, et quand même des espaces de liberté qui se sont construits petit à petit, on a eu quand même l'émergence, donc face à cette demande de religiosité, on a une émergence de pensée religieuse qu'il appelle réformiste, ou une pensée libérale, qui fait que donc, au niveau macro, si vous voulez, on comprend pourquoi le fondamentalisme s'est beaucoup moins installé
en Iran qu'en Arabie Saoudite. Et il fait également, la deuxième partie de son article, c'est sur une enquête qu'il a faite en Iran, et il se pose la question de déterminant microéconomique du fondamentalisme. Il prend un certain nombre d'éléments, et il lit, d'après son enquête en Iran, il lit le fondamentalisme à un certain nombre d'éléments, mais on voit un certain nombre d'éléments qui nous rappellent bien des choses. Il lit le fondamentalisme religieux en Iran à l'hostilité aux groupes étrangers, à la xénophobie si vous voulez. Il lit le fondamentalisme religieux à l'utilisation par exemple de la télévision publique comme source unique d'information. Il lit le fondamentalisme en Iran à la ruralité. Il lie le fondamentalisme en Iran aussi au statut socio-économique. C'est-à-dire plus le statut socio-économique est faible, plus il y a une tendance au fondamentalisme. Et ce qui amène à penser, c'est qu'il donne par ailleurs un certain nombre de statistiques qui sont basées sur une enquête mondiale sur, effectivement, je crois que c'est le tendance, le poids de l'extrémisme religieux, etc. Et si on compare l'Iran par rapport aux autres pays du Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, on voit que la tendance au fondamentalisme religieux en Iran, c'est l'enquête sur les valeurs, value surveys. Et il voit qu'en Iran, le fondamentalisme est beaucoup moins fort qu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui est tout à fait cohérent avec un pays qui est devenu urbain à 70%, où le niveau d'éducation s'est fortement élevé depuis la Révolution, avec près de 5% des Iraniens qui font des études. Donc on voit très bien que les déterminants microéconomiques, qui sont la ruralité et un niveau socio-économique, on va dire, faible, peu élevé, ont tendance à changer en Iran et expliquent que le fondamentalisme soit moins développé. Le deuxième article, également a des résonances en Iran, de Cyrus Bina, porte sur une question évidemment importante, qui est la question de l'industrie pétrolière en Iran. Avec Mehrdad, quand on a écrit notre introduction, on s'était plongé dans la littérature révolutionnaire, etc. Et on voyait à quel point, finalement, l'idée de diminuer la dépendance pétrolière était présente dans les discours pré-révolutionnaires, et à quel point, finalement, là aussi, c'est on peut dire un échec patent, tant est qu'un pays ait réussi à faire ça, mais on ne peut pas comprendre l'Iran aujourd'hui sans analyser effectivement l'industrie pétrolière iranienne et les questions de la répartition de richesses. Et cet article est intéressant parce qu'il montre à quel point on peut, en tant qu'économiste, il faut s'intéresser à l'histoire. Donc c'est, je dirais, plus une analyse historique qu'une analyse économique. Il parle de choses qui sont connues chez les Iraniens, mais il les met bien en forme et il les fait résonner avec l'actualité, à quel point, par exemple, il montre bien il y a deux contraintes qui ont fortement pesé sur l'industrie pétrolière iranienne depuis le début du XXe siècle. La première contrainte, c'est ce qu'il appelle la défense de la souveraineté nationale face à la volonté des majors à l'époque, au début du XXe siècle, d'accaparer les réserves pétrolières iraniennes. Durant la première moitié du XXe siècle, il donne plein d'exemples très précis sur tous les trucages, on peut dire, de comptabilité qu'a réalisé Anglo-Iranian Oil Company, devenu British Petroleum depuis, pour arriver à... C'était vraiment des trucages, récupérer, accaparer une grande partie de la rente pétrolière iranienne. Et il montre à quel point cette captation de la richesse par les majors a été importante et explique cette réaction iranienne de nationaliser le pétrole au début des années 50. Et la deuxième contrainte, tout aussi importante, il montre bien à quel point on oublie trop souvent que la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne correspond également au passage d'un marché pétrolier qui a complètement changé. Et ça c'est très intéressant, c'est qu'on est passé d'un marché contrôlé par un cartel, les grands majors, et progressivement on est devenu un marché complètement mondialisé. Et montre bien à quel point c'est pas non plus un hasard si la nationalisation de l'industrie pétrolière est arrivée dans les années 50 et correspondait aussi à le premier pas de l'effondrement de ce cartel avec l'arrivée de sociétés pétrolières qui n'appartenaient pas forcément des sociétés pétrolières américaines, mais qui n'appartenaient pas aux majors, donc l'émiettement de ce cartel et l'apparition des sociétés pétrolières nationales publiques des pays émergents. Et donc on est arrivé à un marché mondialisé et il montre aussi à quel point le marché pétrolier mondial est spécifique avec, comme vous le savez, un prix
pétrolier mondial qui résulte d'un marché complètement mondialisé, 24 heures sur 24, mais avec des structures de coûts très différentes d'un pays à l'autre. Et ça, on le sait, mais c'est autant le rappeler, donc avec des structures de coûts, notamment en Iran, qui font qu'on a un prix unique pour un marché mondial, mais des structures de coûts d'exploitation tellement différentes que vous avez des surprofits très importants en Iran pour l'exploitation du pétrole iranien par rapport au reste des places où le pétrole est exploité. Et donc, là aussi, on est totalement en résonance avec l'actualité, compte tenu à la fois de cette première contrainte qui est vraiment le sentiment en Iran qu'il faut défendre l'industrie pétrolière nationale par rapport à la volonté de captation des réserves pétrolières des investisseurs étrangers, et deuxièmement, le fait qu'il faut surtout faire attention au fait que le pétrole iranien, on va dire, est très bon, a des coûts de production très faibles, ce qui fait des surprofits par rapport à d'autres endroits. Il y a quelque part un surprofit à protéger. C'est la conclusion de l'auteur. Et il émet un conseil aux autorités iraniennes actuelles de faire très attention, comme vous savez c'est d'actualité, dans la manière dont ils sont en train de négocier les contrats pétroliers avec les investisseurs étrangers. Il lui donne 2 conseils au gouvernement iranien. C'est d'éviter que les investisseurs étrangers deviennent propriétaires des dépôts gaziers et pétroliers. C'est une grande question. Jusqu'à présent, c'était des contrats en buyback où il n'y avait pas de propriété. Lui dit qu'on comprend pourquoi lui, dans son avis, il ne faut pas que les investisseurs étrangers deviennent propriétaires de ces dépôts gaziers et pétroliers. Et lui pense qu'il faut absolument éviter les contrats à long terme avec les investisseurs étrangers. Mon 3e article, voilà, donc, oui, bon, c'est moi-même. Alors, c'est sur. J'ai essayé. Il reste combien de temps? 4 minutes. Bon, alors je vais passer rapidement sur mon article. Bon, en gros, c'est essayer d'évaluer les activités économiques des passes d'Aran. Les deux conclusions que je tire très rapidement, c'est que je pense qu'on a tendance, pour des raisons politiciennes, à exagérer la place économique des passes d'Aran dans l'économie iranienne. Il n'empêche, ils sont un acteur important. Mais je pense qu'ils sont plus un symptôme des difficultés de l'économie iranienne, en tant que, comme l'a dit Merdad, le système rentier de l'économie iranienne fait qu'il y a un lien très fort entre le politique et l'économique. Et donc, les passes d'Aran sont un symptôme de ça, utilisant leur poids politique pour développer leurs activités économiques. Et également, on voit très bien à quel point la place des passes d'Aran dans l'économie gêne les autres acteurs, et notamment le secteur privé iranien. Je ne vois pas comment on peut avoir d'ouverture de l'économie iranienne en laissant les passes d'Aran occuper cette place dans l'économie iranienne. Le 4e article est celui de Saleh Esfahani, également en 2 ou 3 minutes. À mon avis, c'est presque la question la plus importante qui est actuellement débattue en Iran. C'est la question de est-ce que la République islamique d'Iran a répondu aux 2 grandes questions qui également participent à la révolution, c'est la diminution de la pauvreté en Iran et la réduction des inégalités. Et lui, il a une réponse mixte en disant oui, il utilise des statistiques, pour ceux qui connaissent, basant ses statistiques construisant sur les dépenses de ménage, dépenses de consommation des ménages iraniens. Il dit la pauvreté a diminué en Iran depuis la révolution. Du fait de la hausse du prix du pétrole, de politiques populistes dans le bon sens du terme, également du rôle de fondation comité Emdad Romi. Par contre, le problème actuellement numéro 1 en Iran, on le voit bien, c'est les inégalités. Alors, effectivement, j'en discutais avec Marie, il construit un indicateur de Gini. Vous verrez dans l'article, l'indicateur de Gini s'est réduit depuis la Révolution. Donc, on peut dire que les inégalités ont été réduites depuis la Révolution. Il n'empêche, elles restent, d'après l'auteur, maintenues à un niveau élevé. Donc, je crois que ça doit être aux alentours de 45 pour l'État. Donc, ce qui place quand même l'Iran à un niveau d'inégalité des revenus élevé par rapport aux autres pays de la région, d'après l'auteur. Et également, il surenchérait en disant que le gouvernement iranien n'a rien fait pour lutter contre les causes de ces inégalités. Il donne 3 exemples: l'éducation, le marché des crédits et l'emploi. Et il montre bien que pour ces 3 marchés, il y a encore des avantages très nets donnés aux classes les plus aisées, notamment en matière d'éducation. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dernier article confirme ça de Mohamed Majzoub sur la question des inégalités en matière d'accès à l'éducation publique gratuite en Iran, qui a tendance à se réduire. Et donc, voilà, donc un bilan plus négatif sur les inégalités
modernité en Iran. Et le dernier article, à la limite, bon, j'ai envie de dire, tous les articles posent des questions importantes, c'est ce qu'il appelle les difficultés, voilà, le cercle vicieux, qui, voilà, tout est dit dans l'article, le cercle vicieux qui frappe les ouvriers en Iran depuis la Révolution. Et c'est un article passionnant, qui donne des exemples très concrets et qui explique les difficultés de la classe ouvrière en Iran, dont on a eu encore un résumé pendant ces élections qui ne sont pas terminées. Il donne un certain nombre de faits très précis qui expliquent les difficultés de la classe ouvrière en Iran. Premièrement, l'affaiblissement de leur capacité de négociation. 90% des ouvriers en Iran sont maintenant en CDD, alors que il n'y avait que 6% d'entre eux qui étaient en CDD en 1990. Et également, il explique que maintenant, les ouvriers iraniens sont directement gérés non plus par le patron public ou privé, mais par des sociétés. Ça a été externalisé à des sociétés, ce qu'il appelle d'entreprises de contrats de ressources humaines. Donc ils sont en sorte d'intermédiaire entre les directeurs publics ou privés et les ouvriers iraniens, ce qui fait que c'est des sociétés très bien introduites auprès du ministère du Travail, donc qui ont tous les moyens pour empêcher les ouvriers de faire respecter leurs droits. Autre élément, les innombrables obstacles que Maljou cite qui font qu'il n'y a pas de syndicat indépendant en Iran. Un de ces obstacles légaux étant le fait qu'il faut un pourcentage relativement élevé de gens qui soient en CDI pour former un syndicat. Avec 90% des ouvriers qui sont en CDD, on comprend bien qu'il est quand même très compliqué d'avoir des véritables syndicats. Et voilà, et il traduit ça par voilà, une baisse du pouvoir. On comprend que tous ces éléments expliquent la baisse du pouvoir d'achat, donc il donne des éléments très précis de baisse du pouvoir d'achat des ouvriers iraniens depuis 20-30 ans. Et un élément qui rappelle ce qu'on vient de dire, c'est le recul, baisse du pouvoir d'achat plus recul des services publics gratuits en Iran. Hein, il dit par exemple qu'il y a une forte baisse, je rappelle des chiffres exacts, il y a une forte baisse des étudiants ne payant aucun frais à l'université. Donc en pourcentage, la part de ces étudiants qui ne payent aucun frais à l'université en Iran ont plutôt tendance à diminuer de manière très importante. Donc vous aviez ça à la baisse du pouvoir d'achat des Iraniens. On a effectivement, on comprend leurs difficultés. Et également, ce qui est un élément à mon avis très intéressant, parce que je travaille sur un autre dossier et je pense que c'est un élément important en Iran, c'est cette dégradation des conditions de pouvoir d'achat des ouvriers en Iran arrive en même temps de l'émergence de cette modernité en Iran et notamment d'une société de consommation en Iran. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on connaît ça, l'Iran n'est pas spécifique du tout. On a d'un côté des classes sociales dont le pouvoir d'achat se réduit et d'un autre côté, cette société de consommation qui incite, comme on disait aux États-Unis, à faire aussi bien que les voisins, à faire aussi bien que les Jones. Donc si les voisins, et ça existe en Iran, mais ça existe partout, si les voisins ont en voiture, il faut qu'on ait aussi ça. Voilà. Donc on pousse les gens à consommer, etc. Et lui, Maljou, dit que cette pression de la société de consommation, avec une baisse du pouvoir d'achat, a conduit de manière assez logique à tout le monde de la famille à travailler. Alors, ça peut avoir des conséquences positives dans le fait qu'on a effectivement plus de femmes en Iran qui travaillent pour assurer le revenu du ménage, pour pouvoir accéder à cette société de consommation. Il y a des éléments négatifs, avec le fait notamment, il donne un exemple, à mon avis très frappant, c'est du pourcentage de plus en plus élevé de retraités en Iran de plus de 65 ans qui sont obligés d'avoir 2 emplois pour participer au fait que la famille puisse avoir toutes ces biens de consommation. Et il dit qu'il y a au moins 22%, en 2004, alors ça a peut-être augmenté depuis, 22% des retraités de plus de 65 ans en Iran qui ont au moins pas un emploi, 2 emplois. Donc pour participer à la fois participer à cet équilibre difficile, précaire entre la baisse du pouvoir d'achat de la classe ouvrière et le fait qu'il y ait cette société de consommation, donc il faut bien que toute la famille participe. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce numéro. Le principal, c'est que vous le lisiez, vous le commentiez, voilà, vous disiez ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je rappelle que l'habitant Thierry, il est l'auteur de nombreux articles et essais, livres très intéressants. Je profite de l'occasion pour citer ton livre, par exemple, Iran, la révolution invisible, publié en 2007 par La Découverte, et en particulier l'Iran, quelle perspective économique et commerciale. Il y a un autre article également
qui a été publié par Confluence Méditerranée, consacré à l'économie iranienne, après l'élection de Hassan Rouhani. Je remercie à nouveau Thierry et Megdad pour les explications du sujet du contenu et des spécificités de ce numéro spécial. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Marie Lavillée-Fouladi. Vous avez été rapporteur de ce numéro. J'aimerais connaître votre regard à ce sujet. Quels sont les moments forts, les points forts de ce revue, et puis les faiblesses, éventuellement. Merci Nasser. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Vous m'entendez? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, Anne Lot, directrice de l'Institut d'études du développement économique et social, aussi bien qu'Agnès Brûlé, responsable éditoriale de la revue Tiers-Monde, devenue désormais Robert international des études du développement, ainsi bien que les deux coordinateurs, Medad Baoubi et Thierry Collier, pour l'invitation. Je suis particulièrement heureuse de participer aujourd'hui à cette conférence débat organisée autour de, en fait, pour peut-être fêter l'anniversaire, célébrer le 60e anniversaire de la revue et le changement de nom, mais aussi sur la présentation de ce dossier important sur l'économie politique en Iran. Et surtout qu'en fait, le dossier, ce numéro est paru à point nommé à quelques jours près de l'élection présidentielle en Iran. Et donc, ceux qui suivent de près ces élections, la campagne électorale en Iran, savent à quel point maintenant tous les problèmes, les questions économiques sont dans les débats présents et constituent des enjeux très très importants parmi les candidats, comme Medad et Thierry viennent de souligner. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas économiste. Donc, c'est le regard que je porte sur ce dossier, celui d'une sociodémographe, spécialiste de l'Iran, qui s'intéresse de très près aux évolutions économiques de ce pays et surtout des politiques économiques de la République islamique depuis son instauration. Les 5 articles remis dans ce dossier sont précédés par une introduction instructive signée par les deux coordinateurs et suivie par un glossaire et une chronologie rédigée par Nasser Moadjel, apporte un éclairage sur la situation économique iranienne et son mécanisme assez compliqué, en tout cas assez peu connu en France. Alors, moi je propose, pour un peu peut-être mise en perspective l'importance de ce dossier et ces articles, de rappeler brièvement le contexte socio-économique tout en présentant de manière vraiment schématique les principales caractéristiques de l'économie iranienne et par la même occasion apporter quelques éléments complémentaires à ce tableau tracé par Medad et Thierry et souligner peut-être quelques questions que suscite un certain nombre de ces articles dans ce dossier. Alors donc, vous avez vu en fait dans la présentation, je vais assez rapidement, la nationalisation de pétrole en 1951 en Iran semblait enfin donner la possibilité à l'Iran, à ce pays, de se doter des ressources essentielles pour engager son développement économique. Mais très rapidement, ce pays bascule dans une économie basée essentiellement sur la rente pétrolière, sur la seule exploitation et exportation du pétrole. Il s'agit bien évidemment d'une économie de rente pétrolière dont la gestion et la distribution n'a pas orienté les investissements des capitaux vers les secteurs productifs en biens de consommation et en emploi. Alors, ce qui a conduit l'État monarchique à élargir les subventions sur tous les produits de services de consommation afin que chaque famille dispose afin que dans chaque famille, le revenu d'une seule personne soit suffisant pour assumer un niveau de vie minimal. En somme, une gestion de la rente pétrolière, cette gestion de la rente pétrolière a empêché le décollage économique de l'Iran.
ce mécanisme a pu fonctionner tant bien qu'en mal jusqu'au début des années 70, mais commençait à donner des signes de faiblesse au moment où il se verrouillait de l'intérieur, rendant toute réforme et sa réforme impossible. Alors, la croissance importante des cours de pétrole en 1973 a conduit à la hausse des prix des biens importés, et donc à une inflation forte entraînant le pays dans une grave crise économique à partir du milieu des années 70. Cette crise a révélé en fait les difficultés de l'économie iranienne qui devait en outre faire face à une importante pression démographique et à une demande grandissante des besoins sociaux et d'emploi pour les jeunes en corrélation avec l'augmentation du niveau d'études des nouvelles générations. Alors, cette situation, effectivement, coïncide avec les journées révolutionnaires de 1978 et 79, qui mettent bien en évidence les conséquences désastreuses du choc pétrolier dans les années 70. Après l'instauration de la République islamique en 1979, à ces difficultés structurelles de l'économie vient s'aggraver un régime théocratique islamique dont Mertot et Terry ont bien expliqué en fait, les complications qu'a apporté justement ce régime théocratique à ce système économique qui est déjà assez complexe et structurellement peut-être malade. De toute façon, dans les dossiers, aussi bien dans l'introduction que dans l'article de Terry et aussi dans l'article de Mohamed Moljou, ces difficultés et le rapport avec justement le régime théocratique islamique sont bien soulignés. Alors, je dois peut-être rappeler qu'au lendemain de la Révolution, les nouveaux dirigeants ont décidé de nationaliser les banques, les compagnies d'assurance, les grandes entreprises ou manufactures industrielles. Et le Conseil de la Révolution a également créé plusieurs fondations, comme Mertot vient d'expliquer. En fait, c'est avec les confiscations des biens de la famille royale et leurs proches et les personnes qui étaient en fuite. Et donc, il y a une création importante des fondations. Et en même temps, aussi, les fondations que l'État s'empare de l'ensemble de ces entreprises et au nom, si vous voulez, de l'idéal de justice et de l'égalitarisme de la tradition musulmane. Et cette idée de la justice que l'islam pourrait rendre à la population a été rappelée dans l'article de Jawad Salehi au début de son article. Alors, pour vous donner une idée, en fait, quelques mois après l'instauration de la République islamique en Iran, 75% de l'appareil industriel était sous le contrôle de l'État et les fondations détenaient une grande partie non négligeable des entreprises et des sociétés parmi les plus productifs du pays. Alors, en dépit des critiques qui étaient exprimées lors des journées révolutionnaires contre la gestion de la rente pétrolière en Iran, les dirigeants islamiques font exactement de la même manière, continuent à élargir les subventions sur tous les services et produits de consommation, qu'ils soient importés ou fabriqués, pour assurer à chaque famille iranienne un niveau de vie minimal. Alors, faisant cela, il accentue la dépendance de l'économie iranienne vis-à-vis de la rente pétrolière et évidemment laisse tous les problèmes qui étaient liés en particulier à la question de l'emploi, la création de l'emploi. Alors, étant donné de point de vue politique et aussi de point de vue en fait, dans la région étant isolée et impliquée dans une guerre contre l'Irak entre 1980 et 1988, l'État iranien a commencé à faire des emprunts auprès des banques locales pour pouvoir justement trouver les ressources nécessaires, ce qui a contribué à la création monétaire et à l'inflation importante durant ces années-là. Alors, après la guerre, c'est d'abord Rafsanjani qui est à l'époque
président commence effectivement à penser une sorte de réforme pour essayer de sortir de la crise économique du pays, mais les mesures qui ont été établies et prises sous sa présidence se sont révélées plutôt inflationnistes et en raison d'un considérable déficit de budget. Son successeur, Mohamed Khatami, même s'il avait été sur le même longueur d'onde, il n'a pas osé engager une profonde réforme économique en Iran. En revanche, Mahmoud Ahmadinejad, élu président de la République en juin 2005, a clairement exprimé sa volonté de réformer l'économie iranienne dès 2008. Alors, durant l'année 2008 est assez cruciale parce qu'en juillet 2008, le prix de baril de Brent était autour de $150 au début de juillet et baisse à la fin de décembre 2008 à $35. Et c'est dans cette conjoncture que lui, il propose un projet de loi sur le budget de 2008 pour réformer l'économie. Le Parlement décide d'arrêter, étant donné la conjoncture, et de supprimer en fait ce projet. Mais lui, il ne se décourage pas. Après sa réélection frauduleuse en 2009, il revient sur ce projet, mais cette fois-ci avec ce projet a un autre nom, qui s'appelle cibler les subventions à l'automne 2009. Alors, il s'agissait en fait de supprimer les subventions à l'énergie, essence, gazole, pétrole, gaz de réseau, l'électricité, pour proposer ces produits au prix du marché international et par des mesures compensatoires de redistribuer une partie des revenus ainsi générés, estimés à près de 20 milliards de dollars aux ménages iraniens. Alors, le 31 octobre 2010, 10 mois après l'approbation de cette loi cibler les subventions par le Parlement, Mahmoud Ahmadinejad, lors d'une intervention télévisée, déclare que son objectif ne consiste pas à supprimer les subventions, mais à ajuster la redistribution. Alors, il a annoncé par la même occasion que chaque personne, chaque Iranien, allait recevoir 81 000 points, l'équivalent, à l'époque c'était l'équivalent de 54 € pour 2 mois, sans préciser la durée pendant laquelle cette subvention serait transférée sur les comptes des personnes qui avaient bien dûment répondu le questionnaire détaillé sur l'ensemble de leurs revenus, biens mobiliers, immobiliers, leurs activités, leurs activités économiques, etc. Alors cette politique est d'une importance capitale de point de vue aussi bien social que politique et économique, mais d'autant qu'en fait Rouhani, même arrivé au pouvoir élu en 2013, n'a pas pu ne pas suivre et il a continué à suivre de la même manière qui a été engagée par Mahmoud Ahmadinejad. Et je regrette effectivement qu'en fait cette question n'a pas été de manière plus clairement développée dans les articles de ce dossier, sauf Jawad El-Isfahani qui l'aborde d'une manière un peu secondaire pour expliquer la réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus en Iran en raison justement de cette redistribution. Alors, sans entrer dans le détail, je pense qu'en fait, cette réforme sur les subventions et les transferts des subventions tend vraiment à faire d'une majorité des Iraniens des sujets assistés et imaginez en fait pour plusieurs milliers de personnes, centaines de milliers de personnes en Iran qui sont au chômage, ce transfert, cette subvention directe qui reçoit en fait par le virement bancaire tous les 2 mois constitue une ressource financière salutaire et bien évidemment contribue à améliorer leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat. Mais le revers de ce système est qu'en fait le système économique iranien noyé dans le pétrole encore est toujours dans l'incapacité à orienter les investissements des capitaux et donc de ne pouvoir pas créer d'un emploi, sert plutôt de fabriquer de nouvelles formes de redistribution de la rente pour garantir la paix sociale en Iran. Mais la question qu'on peut se poser, qui rejoint en fait la question que
la part de la population en âge d'activité et celle des personnes qui sont en âge de la retraite, 65 ans et plus, ne cesse d'augmenter. Alors en 1976, les 15-64 ans étaient 50% de la population, 52% de la population. En 2011, ils sont plus de 70% et la part des personnes en âge de retraite passe de 5,7% en 1976 de 3,8% en 1976 à 5,7% en 2011. Le point le plus important que je pense qu'en fait peut-être a été traité de manière peut-être encore secondaire ou peut-être même pas évoquée dans l'introduction, Thierry et Méthode en parlent, c'est le taux d'activité économique de la population iranienne. Alors en 1976, la population âgée de 10 ans et plus, sur cette population, seulement 42% de la population était active. Avec la définition de l'activité économique assez restreinte dans l'histoire des statistiques d'Iran. Après la Révolution, cette proportion ne cesse de baisser pour se situer autour de 35 à 38% de la population totale âgée de 10 ans et plus. En 2015, 38%, seulement 38% de la population âgée de 10 ans et plus était active en Iran. Pour vous donner une idée de comparaison, pour voir comment on peut évaluer, en France, le taux d'activité de la population âgée de 15 à 64 ans est passé de 67% en 1990 à 71% en 2014. Autrement dit, il y a vraiment un problème économique et social qui ne vont pas tarder à surgir en Iran, comme témoigne la violence avec laquelle les candidats aux élections présidentielles actuelles sont en train de s'accuser, de mener leur campagne avec énormément de violence. Il y a évidemment une querelle au sein du pouvoir entre, d'une part, le camp qui est plutôt pour la libéralisation de l'économie, représenté par Rouhani, et de l'autre part, le camp de, si vous voulez, pour aller vite, de Khamenei, qui est plutôt pour conserver l'économie étatique et semi-étatique. Alors donc, moi, j'ai essayé effectivement d'apporter ces éléments pour mettre en lumière l'importance de ce dossier. Les articles abordent chacun un aspect particulier de ce système économique en apportant des informations nécessaires, mais aussi suscitent des interrogations et qui appellent effectivement au débat et discussion. Et si vous permettez, j'aimerais bien peut-être poser 2-3 questions. On peut laisser, si vous voulez, vous répondre ou pas, mais simplement les questions qui m'intéressent, c'est dans l'introduction. En fait, j'aimerais bien dire encore une fois, je ne suis pas économiste, donc vraiment c'est la question que le profane que je suis vous pose. Alors, c'est qu'en fait, dans l'introduction, vous dites qu'en fait, les ressources pétrolières, les ressources de la rente pétrolière en Iran, ne constituent que 55% de recettes budgétaires. Je voudrais savoir quelles sont les ressources financières qui permettent en fait, effectivement d'avoir les 45% restants. Dans son article, Thierry, justement, tu l'as dit aussi dans ta présentation, qu'effectivement, il n'y a pas que les restaurants qui pillent l'économie iranienne, il y a d'autres fondations, d'autres holdings puissants, et tu as évoqué le secteur privé. Je voudrais savoir si éventuellement tu pourrais nous donner plus d'explications sur ce secteur privé qui ose se mettre en compétition avec le restaurant. Et enfin, je mets un petit bémol sur la méthode employée par Jawad Eswani et l'indicateur que lui-même il a conçu. Comme Thierry l'a bien présenté, effectivement, c'est à partir des enquêtes sur le budget des ménages, c'est-à-dire les dépenses et les revenus des ménages, que lui, il a pris juste les dépenses en prenant en compte le prix des biens de consommation et en prenant également en considération l'inflation pour créer un indicateur pour évaluer la pauvreté et puis l'inégalité.
l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages en Iran. Étant donné que si on regarde l'ensemble de ces séries, nous avons toujours des ménages dont le revenu est inférieur à ces dépenses annuellement. Donc, du coup, je pense qu'il fallait peut-être intégrer cet élément dans la construction de son indicateur qui pourrait éventuellement amener à une conclusion très différente. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fouladi, pour ces interrogations et ces remarques intéressantes. Mon ami Agnès Boulet, responsable éditorial de la revue internationale des études du développement, a souhaité, vers la fin plutôt de cette séance, que je fasse une petite intervention sur le rapport entre l'islam politique en Iran et le développement économique. J'ai aucune prétention de répondre à cette question, tout simplement en tant que journaliste, observateur quotidien de la vie économique et sociale et politique de la société iranienne depuis plusieurs années. J'aimerais tout simplement vous soumettre quelques observations et hypothèses à ce sujet. En tout état de cause, l'interrogation me paraît très légitime dès lors que nous pouvons comprendre, entre autres par l'économie politique, l'ensemble de politiques économiques dont l'objectif consisterait, entre autres, à développer une sphère privée d'activité. Holgos disait déjà Aristote bien avant Adam Smith, sans doute de réaliser le bien commun. Je vous demande d'emblée de bien vouloir me pardonner d'avance et si mes propos, faute de temps nécessaire à mon argumentation, vous paraîtront comme une prise de position. Mais après tout, qu'est-ce qu'une argumentation, sinon formuler une thèse, c'est-à-dire finalement prendre une position. Je dirais donc, sans trop tarder, que l'énoncé l'islamisme politique et le développement économique me paraît d'emblée porteur d'ambiguïté, sinon de contradiction. C'est qu'une telle jonction peut supposer, comme le répètent d'ailleurs les dirigeants iraniens, que le gouvernement islamiste, c'est-à-dire la primauté du clergé et de la charia sur l'économie et la politique, et tout ce qui relève de la vie individuelle et collective en Iran aujourd'hui, c'est finalement un projet de société, un modèle de développement à suivre par d'autres nations, et en particulier par les pays dits musulmans. Inutile d'insister à quel point cette affirmation est démentie par les faits et les données officielles en Iran, sans parler des études indépendantes, comme celle qu'on vient de publier dans le cadre de ce numéro spécial de la revue internationale des études du développement. Pour s'en rendre compte, il suffit de porter attention à la présente campagne présidentielle en Iran, où certes les grandes questions économiques, chômage, récession, pauvreté, inflation, corruption, faillite du système bancaire, dominent et écartent toutes les autres questions, et où tous les candidats issus tous du régime islamique, par-delà leur divergence est très réelle, reconnaissent finalement d'une manière ou d'une autre l'inefficacité et l'incapacité d'un système économiquement, politiquement et idéologiquement à bout de souffle, de répondre positivement aux problèmes économiques les plus urgents du pays, et cela en vous, d'éviter, sinon de retarder la menace réelle des tempêtes politiques à venir. Ces aveux publics des autorités iraniennes révèlent que l'islam politique, tel qu'il s'est imposé en Iran depuis près de 4 décennies, n'a été ni un projet de développement, ni celui de société, car il a été et reste avant tout un projet foncièrement antidémocratique, érigé sur la dévastation permanente d'une sphère privée constamment violée dans ses droits et objectifs. Cet islam politique en tant que tel ne se résout pas tout simplement dans un autoritarisme répressif. Après tout l'exemple de Chili de Pinochet, l'époque impériale en Iran, l'époque de Shah dans les années 1960-70, de la Chine aujourd'hui, ou encore des absolutismes européens à l'issue de la Renaissance, à l'ère de l'accumulation primitive de capital, sont tous là pour nous montrer
que les grands développements économiques, la grande expansion ou transformation radicale polaire du capital sont allés de pair, la plupart du temps, avec l'exercice systématique d'une violence disciplinaire. J'en viens à ma question et je ferme cette petite parenthèse. L'islam politique en Iran a été l'entrave majeure du développement économique comme système antidémocratique, car comme système antidémocratique, il a visé avant tout à imposer dans l'ordre politico-économico-social une théocratie, et cela dans un cadre d'un système rentier et fondamentalement inefficace. Autrement dit, l'islam politique tel qu'il s'est imposé en Iran est à l'opposé de tout projet de développement économique parce qu'il est, comme système répressif, la destruction systématique de conditions sociales matérielles dont parlait déjà Marx il y a 150 ans dans sa fameuse préface, certes très controversée, à la critique de l'économie politique, et sans lesquelles, cependant, ne peut en tout cas émerger et durer un développement économique, encore moins une expansion du capital. Je joins en fait dans cette argumentation la position que vient prendre mon ami Merda Vahabi. La République islamique a été toujours et encore, comme l'a souligné Merda il y a bien un instant, un régime confiscatoire, formé à partir de l'institutionnalisation d'une apartheid à la fois sexuelle et religieuse, selon d'une lecture intégriste de l'islam tel qu'il est interprété par une minorité rétrograde du clergé chiite, à savoir un islam réduit aux dogmes juridiques, forgé essentiellement par les Safavides, en route diriger violemment l'islam, comme aujourd'hui d'ailleurs par la République islamique, non pas simplement en une religion d'État, mais en un instrument de l'exercice de pouvoir absolu, celui en l'occurrence du Velayat-e Faqih, le gouvernement absolu du clergé en Iran d'aujourd'hui. C'est dans ces cas, en effet, c'est-à-dire celui de la destruction infinie des conditions requises et matérielles, de l'existence sociale des individus qu'il convient de comprendre tous les agissements du régime iranien sur le plan interne comme celui de la région et au-delà à l'échelle internationale. Je pense en particulier à la présence militaire des gardiens de la Révolution, par exemple, en Syrie aujourd'hui, sa participation dans le massacre du peuple syrien. Il ne s'agit pas tout simplement d'un crime contre l'humanité. Cela, comme disait Thierry il y a un instant, ça se comprend dans le cadre d'un système réglementé par la vie économique telle qu'elle est dans l'époque actuelle. Donc, c'est dans ce cadre qu'il convient de comprendre ce type d'agissement, c'est qu'au fond de ce régime exceptionnel, je parle toujours de régime islamique, est né il y a près de 4 décennies d'un vide politique dont a dépendu sa survie et entretenu depuis 40 ans au prix des crises et des conflits permanents pour assurer seulement la mainmise d'un régime vacillant entre les crises et les conflits qu'il provoque et organise pour sa survie. Reste à savoir, et c'est sur cette question que je termine, jusqu'où le régime iranien peut continuer sans risque sur cette pente et quelles en seront les conséquences. Je ne tenterai pas de répondre à ces questions ici et maintenant, cela évidemment nécessiterait d'autres questions. Je dis simplement, aucune amélioration ni l'ouverture dans le paysage économique de la société iranienne ne peut voir le jour sans un véritable changement de structure et de la manière de gouverner le pays, c'est-à-dire tout simplement sans un changement politique majeur. Sur le plan interne, les forces motrices d'un tel changement, comme disait Hegel dans sa fameuse préface à la phénoménologie de l'esprit, sont déjà en œuvre et finiront tôt ou tard par venir à bout de vie politique qui a, durant toutes ces années, été l'énigme de la permanence de ce mode spécifique de destruction des conditions matérielles du développement économique et social en Iran. Je pense en particulier à cette immense masse de déshérités que le régime islamique a engendré, à une classe moyenne quasiment disparue. Je pense en particulier à ces 13 millions d'ouvriers totalement déstructurés sous le poids de la pauvreté absolue et de la répression. Je pense aussi à ces 18 millions de paysans déracinés qui ont fui
Près de la moitié de villages iraniens, à cause de la sécheresse et de la pauvreté, équipent désormais les bidonvilles du pays à une échelle sans précédent et dans des conditions sanitaires innommables. Je pense aussi aux 5 millions de chômeurs diplômés qui seront à l'horizon de 2021 plus de 11 millions dans ce pays. Face aux tempêtes politiques inévitables, à mon sens, à venir, une guerre dévastatrice compte tenu de la situation actuelle de la région et le rôle très dangereux que les gardiens de la révolution et le guide suprême iranien jouent en particulier, la solution pour sauver le régime iranien est à mes yeux la capitulation pure et simple du régime islamique face aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire au fond face aux capitaux mondialisation. C'est le projet de Hassan Rouhani, c'est vrai, mais il ne parvient pas, dans le cadre de ce même système et sans un mouvement de base qui lui servirait d'appui. Merci. Merci beaucoup, chers amis, de votre patience. Pardon. D'accord. Si tu permets, voilà, on arrive à la deuxième partie. Maintenant, la parole, c'est à la salle, à ceux qui souhaitent poser une question. D'accord. Voilà, je vous prie de bien revoir et d'être assez bref dans vos interventions, dans vos interventions. 2 ou 3 minutes, grand maximum, même si vous souhaitez reprendre dans un autre moment vos questions. Bonjour. Je voulais vous féliciter pour ce numéro que j'ai vu juste à sa genèse, parce que je travaillais pour la revue et je trouve intéressant parce que, méthodologiquement, ce sera plutôt mon propos parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions iraniennes, mais le parti pris d'avoir des économistes directeurs de ce numéro avec un numéro qui traite de questions qui sont intéressant pour toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, notamment ces focus sur ce qui concerne, vous disiez tout à l'heure, les déshérités, les plus démunis, donc les questions d'inégalité, de pauvreté, la question de la condition ouvrière et la question des personnes qui ont à subir, qui ont à vivre sous des institutions gouvernantes avec un pouvoir démesuré et des relations de pouvoir déséquilibrées. Et je trouvais intéressant, jusque dans le choix en fait, des articles évidemment, cette pluridisciplinarité, mais aussi pour la clarté du propos que vous avez énoncé aujourd'hui et que je n'ai pas de doute se retrouve dans la revue, le choix aussi d'avoir des référés qui ne sont pas que des économistes, pour être sûr qu'à la sortie, les articles soient compréhensibles par le maximum de personnes. Toutes mes félicitations pour ce travail. Oui, bonjour, merci pour ce numéro également. J'avais 2 questions d'un ignorant de l'économie politique de la République islamique d'Iran. La première question a trait au droit de propriété que Merdan tu as abordé dans ton exposé. De quelle propriété parle-t-on et en particulier de quels actifs? On parle des ressources pétrolières, on parle de la terre, on parle de l'appareil productif industriel, des services. Et comme il a été mentionné que les ruraux étaient parmi la frange de la population la plus fondamentaliste, quels sont leurs droits de propriété sur la terre? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir dans une république islamique des inégalités croissantes alors que le principe du zakat est quand même quelque chose d'important, me semble-t-il, dans la gestion des inégalités en matière de redistribution des richesses. Donc comment est-ce que, d'un point de vue moral et donc d'un point de vue religieux, est-ce qu'une république islamique peut se faire valoir de l'islam, de la religion islamique, sans même respecter ce principe fondamental qui est celui du zakat en matière de redistribution des richesses? Voilà, c'est 2 questions.
ne suis pas spécialiste de l'Iran et je veux faire un peu de comparatif. Beaucoup de gens qui travaillent dans un pays musulman au Sahel, par exemple, prennent l'exemple de l'Iran pour dire qu'il y a eu une transition démographique. Ça a été juste abordé à la fin, mais quand il y a transition démographique, il y a plusieurs types d'explications. Et là, j'aimerais bien savoir le sort des femmes, puisqu'on a parlé de l'inégalité. Le sort des femmes, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'est amélioré malgré tout en Iran. Ce qui a donné, on est passé de 44%, si j'ai bien compris, de gens de moins de 15 ans ou de 24 ans, je ne sais plus, et à 23%. Alors ça, c'est des choses qu'on n'observe pas ailleurs dans les pays musulmans, notamment africains, qui connaissent une croissance démographique très élevée. Donc je voulais savoir la place des femmes et cette transition démographique, quels sont les éléments économiques qui l'expliquent. Est-ce que c'est l'urbanisation, puisque j'ai pu comprendre qu'on était passé à 75% de gens urbanisés, ce qui est très important par rapport à d'autres pays. Voilà, merci. Juste très rapidement, pour répondre aux questions peut-être qui peuvent animer le débat sur la question de Marie sur pourquoi donc, les chiffres statistiques iraniennes donnent 55%, c'est la Banque centrale d'Iran, de recettes budgétaires qui sont des recettes pétrolières. Le reste, c'est le système fiscal iranien, qui, bien qu'imparfait, fait que si vous prenez l'Iran de ce point de vue-là, est quand même mieux loti que d'autres pays de la région, comme l'Arabie Saoudite par exemple, où les recettes pétrolières représentent quasiment la totalité des recettes budgétaires. L'Iran, il y a un système fiscal, je ne dis pas qu'il est parfait, il y a l'imparfait, mais il y a un système fiscal qu'il faudra développer. Mais derrière, on sait très bien en tant qu'économiste, les principaux problèmes derrière le développement du système fiscal, personne n'aime payer les impôts. Je suis français, donc ça n'amuse personne. Mais derrière, il y a la question de la confiance dans le système public et politique. Et j'en arrive à la deuxième question sur le secteur privé iranien. Vous allez voir le lien, entre guillemets, pas si subtil. C'est que le secteur privé iranien, moi j'ai fait une petite enquête, Merdad m'a bien aidé, sur les entreprises familiales en Iran, le secteur privé iranien. Et on est frappé de deux choses. C'est la formidable modernisation des mentalités. Moi, c'est la classe moyenne. J'ai interviewé 25 entreprises familiales iraniennes, c'est la classe moyenne éduquée. La modernisation des mentalités est frappante, et rejoint les travaux de Marie ou d'autres sur l'évolution, la modernisation des mentalités, sur par exemple la place des femmes. Moi, j'ai des réponses, je préfère travailler avec les femmes, elles travaillent mieux, j'ai aucun problème si c'est ma fille qui hérite de mon entreprise, alors que la question de l'héritage, c'est une question encore. Donc on le voit, la modernisation des mentalités. Et quelque part, l'entreprise familiale en Iran, le secteur privé, a joué un rôle qui n'est pas qu'économiste, qu'économique, et je suis bien obligé de le reconnaître en tant qu'économiste, c'est de protection. Je pense que le secteur privé en Iran, il joue le rôle de protection de cette mentalité moderne, de cette demande d'état de droit dont on parle. Attention, je ne veux pas dire que le secteur privé en Iran est parfait, il y a beaucoup de problèmes, mais il joue ce rôle de protecteur de cette société, de cette vie moderne qu'elle espère iranienne. Les problèmes qu'ils ont, il y a un vrai déficit de confiance en Iran, du secteur privé, et il y a un manque de confiance des économistes, confiance horizontale. Pourquoi les Iraniens continuent à faire des boîtes en famille? Ils n'ont pas confiance dans le fait d'être s'associer comme avec d'autres, de former des entreprises par action avec d'autres. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance. Pourquoi ils n'ont pas confiance? Parce qu'ils ont peur s'il y a un conflit, qu'ils se retrouvent devant la justice commerciale, et ils ont absolument, notamment ceux qui ont 40-50 ans, me disent la justice commerciale en Iran, laisse tomber. C'est corrompu, c'est pas la peine. Donc gardons les affaires en famille. Deuxième élément, et vous allez voir le lien avec le système fiscal, ils n'ont aucune confiance dans vertical, dans les institutions publiques. Aucune confiance. Notamment, de nouveau, la confiance est peut-être un peu supérieure chez les jeunes. Mais chez les 40-50 ans, moi j'ai eu chance de dire, effectivement, des expressions du genre, au moins on préfère payer nos impôts religieux parce qu'on sait qu'on va aller au paradis. Par contre, pourquoi payer nos impôts à l'État? On ne sait pas où va l'argent. Donc il y a un déficit total de confiance dans les institutions publiques iraniennes qui pose la question du système fiscal. Comment développer le système fiscal en Iran avec un tel déficit de confiance? Et c'est plus qu'un déficit de confiance. Je pense que je rejoins, pour ça que je me permets de prendre la parole, je rejoins ce qu'a dit Merdad sur tous ses travaux sur l'État prédateur. C'est plus qu'un déficit de confiance, c'est une peur
C'est une peur qui s'explique historiquement par les nationalisations dont on parlait Marie. Le secteur privé en Iran a peur. Les nationalisations ont laissé un véritable traumatisme dans le secteur privé iranien et ils ont une peur palpable que ça revienne. Et donc, c'est logique, l'Iran n'est pas différent d'autres pays. Quand vous avez un tel traumatisme, avec ce qui s'est passé lors des nationalisations en Iran, les gens qui ont été expulsés, expropriés, ils ont peur que ça revienne. Et ils font. Bon, je vous donne un petit exemple. Souvent, ils disaient, voilà, moi je fais de l'élevage de poissons industriels, puis j'ai une société immobilière. Alors, au début, je ne comprenais pas le rapport entre les deux. Pourquoi plusieurs sociétés? Oui, puis c'est mon fils qui gère, toujours des montages hyper compliqués, c'est mon fils qui gère la société immobilière. Moi, je cherche, au bout d'un certain temps, on comprend. En fait, l'idée, c'est d'être le plus petit possible, d'avoir des activités le plus confuses possible, pour pas que l'État les repère, comme sur un radar, quoi. Donc, pour vivre vos restons cachés, ayant plusieurs activités, donc dès qu'on est menacé dans une activité, on transfère l'argent sur l'autre, etc. Donc il y a une peur de l'État prédateur à laquelle participe cette peur, et qu'on m'a dit plusieurs fois, effectivement, comment le secteur privé iranien ne peut pas être en concurrence loyale avec les passes d'Aran ou les fondations, c'est pas possible. Donc ils sont coincés, donc ça participe à une politique de survie. C'est-à-dire, on mène des activités, on veut rester petit, les autres boîtes privées iraniennes sont très petites, et puis on mélange d'activités, on ne déclare pas tout, on ne va pas payer les impôts, parce qu'on risque. Le problème derrière les impôts, c'est plus que les impôts, c'est la transparence. Ils l'ont dit clairement, ils disent on ne veut pas donner nos chiffres parce que ça va être utilisé par les autres. Donc il y a l'idée d'une méfiance par rapport aux institutions, donc à quel participe ce système. Donc je pense que derrière et c'est ça qui est peut-être compliqué avec l'Iran, derrière cette question des inégalités, moi, je pense que le problème de la perception est presque aggrave ce système, quelque part, si vous voulez. Je vous confie, voilà, c'est un peu la réflexion que je me fais, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités en Iran, mais elles ne sont pas pires qu'ailleurs. Par contre, la perception que le système politico-économique est très inégalitaire renforce cette question. Et on voit bien que c'est pour ça que Ralimov se permet de donner des chiffres complètement abracadabrantesques, genre 4%, 4%. Pourquoi il sait que les Iraniens pensent ça? Donc, ce sentiment d'un système inégalitaire et dangereux et très très profond dans ce système. Donc pour sortir de ce système, on revient à la question, c'est que c'est pas qu'une question, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec c'est pas qu'une question de transfert de propriété, il faut y bien transfert d'actifs. Hein, c'est une question de comment redonner confiance à des institutions publiques, impartiales, etc. Et c'est ça qui pourrait permettre une vraie privatisation. Et on voit derrière, on va dire que c'est pas gagné, quoi. Bon, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je pensais que ces éléments pouvaient compléter. A été très, très, très rapide et moi je ne l'explique pas du tout par des facteurs économiques, mais plutôt par l'élan révolutionnaire, cette dynamique sociale a engendré la révolution de 1978-79, à laquelle les jeunes femmes iraniennes ont participé massivement. Et c'était pour la première fois en fait dans leur vie, ces femmes, notamment dans les zones urbaines, participaient à toutes les manifestations pendant les journées révolutionnaires qui ont duré plus d'1 an et demi. Et cela a donné effectivement l'occasion de prendre conscience du rôle qu'ils pouvaient jouer dans la société et donc de se définir un nouveau rôle. Et c'est exactement, ce sont ces jeunes femmes qui, plus tard, après le renversement de la monarchie, deviennent mères et constituent leur famille, qui commencent à avoir un projet familial qui est complètement différent, non seulement par rapport à leur mère, mais par rapport à leur sœur aînée. Et donc, c'est plutôt les familles restreintes. Et l'important, c'est qu'effectivement, pendant les années 80, même si l'État iranien, la République islamique, n'avait pas du tout adopté une politique néo-madridienne pour le contrôle des naissances, en supprimant toutes les publicités de contrôle de naissance, les femmes ont continué à contrôler leur fécondité. Et donc, du coup, la transition de la fécondité en Iran constitue une des plus rapides de l'histoire. En l'espace de 15 ans, le niveau de la fécondité baisse de 70% et on passe à peu près
réunir ensemble. J'aimerais bien revenir sur deux, trois points. L'un, la critique de Marie sur l'article de Jawad Saleh-Esfahani, sur son critère d'inégalité tel qu'il a été conçu par lui. Et deuxième, par rapport au sens de l'indétermination du droit de propriété et comment se fait qu'en fait l'islam, pour un homologion avec les préceptes égalitaires, dans quelle mesure on peut le contourner ou ignorer complètement, négliger complètement. Mais avant tout, c'est l'occasion vraiment de remercier également Emmanuel Jouet, parce qu'au moment de lancement de cette revue, avant le changement dans la revue, Agnès prend en fait le relais. C'était Emmanuel qui a mis en place la communication par rapport à ce numéro spécial. Donc, vraiment, une grande joie de le voir ici. Donc, pour aller très vite, je pense qu'il y a une limite véritable dans le critère de Jawad Saleh-Esfahani. Il prend en compte uniquement les dépenses et pas les patrimoines. En fait, non seulement la différence entre les dépenses et les revenus, mais en général les patrimoines. À vrai dire, la grande inégalité, et ça, je reviens pourquoi je pense que l'inégalité est vraiment sous-estimée dans ces estimations, encore, même s'il révèle pas mal de choses, c'est que la grande partie des changements, c'est le changement des propriétés en Iran. D'abord parce qu'il y avait la révolution, il y avait un transfert de propriété. Ensuite parce qu'il y a deux vagues de confiscation. On a trois vagues de confiscation, et pratiquement toutes les 10 ans. La première vague commence en 1979. La seconde vague, c'est après la fin de la guerre, 1989. La troisième vague de confiscation commence en 2006, qui va aller en 2013. La période de M. Ahmadinejad, c'est une grande période de confiscation. La confiscation, la troisième, c'est le transfert de secteur étatique vers le secteur para-étatique. Et par para-étatique, on entend un secteur dont l'identité institutionnelle n'est pas définie. En d'autres termes, les droits de propriété, usus, fructus, abusus, ne sont pas alloués. En d'autres termes, si vous avez quelque chose comme Bolia, qui le gère? Qui profite de ces revenus? Qui va le vendre? Quel est le mécanisme de transfert des ressources? Tout ça, c'est opaque. Mais on sait que ces institutions, ces organismes para-étatiques qu'on appelle, les bourgeois, donc les fondations religieuses et militaires, ils sont là, ils sont exonérés de toutes sortes de recettes fiscales. Ils sont par contre sous-pensionnés par rapport à un taux préférentiel pour la devise dure, c'est-à-dire le cours, parce qu'il y en a plusieurs cours pour le dollar, donc l'uniformisation de dollar extrêmement questionne toujours l'actualité en Iran. Donc vous avez toute une série de crédits préférentiels. Vous êtes exonéré de tout ce système fiscal. On vous demande si ce secteur est rentable ou non. Posez la question. Vous voyez sur le site, sur la Fondation économique de CEPA. Vérifiez quel est le montant de leur patrimoine. Quelles sont les entreprises? Quel est le bilan annuel de ces entreprises? Est-ce qu'il y a le critère de rentabilité appliqué à ces entreprises? Vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que c'est le critère politique. Ces biens et ces actifs sont les sources de pouvoir autoritaire. Ils ne sont pas là pour un critère de rentabilité. Et donc, moi, j'utilise le sens d'indétermination du droit de propriété au sens de Roland Smith, dans le sens où nous ne pouvons pas définir l'identité de ceux qui sont concernés par les transferts de ces trois droits, usus, abusus, fructus. À vrai dire, tous ces droits sont concentrés dans la main de ceux qui ont
Lima, avec Bolyar et CETA, et le gouvernement officiel. Je ne parle pas de ceux qui font l'économie clandestine, c'est-à-dire ceux qui sont le service, le secteur privé parasitaire. Le secteur privé parasitaire, c'est le secteur qui est né à cause de l'embargo. À cause de l'embargo, on ne pouvait pas les vendre. On a créé certaines sociétés, en fait, façades privées, liées à l'État, qui font l'exportation de lingots. On a exporté de l'Iran vers la Turquie, et le monétaire international a bien noté 18 milliards de dollars de lingots. Donc, c'est l'économie de la fuite des capitaux. Non seulement la fuite des cerveaux, mais la fuite des capitaux. C'est-à-dire, plus qu'on vend, on importe les rentes pétrolières, on les exporte sous différentes formes. Donc, ce que les économistes l'appellent, après tourner les Velasco, voracité. L'effet de voracité, c'est-à-dire la rente pétrolière rentre, mais il sort du pays. Donc, vous n'avez pas non seulement le drainage de cerveau, la fuite des cerveaux, mais vous avez aussi la fuite des capitaux. La fuite des capitaux de deux formes. Un, par les élites religieuses et militaires qui ont leur compte, et aussi par les entrepreneurs iraniens, le secteur privé, qui n'osent pas de faire un investissement durable. Ce qu'ils font, c'est garder les actifs liquides, les actifs qui peuvent facilement être mobiles. Donc les actifs fugitifs. On a un très bon marché des antiquités en Iran, un bon marché des tableaux précieux, un bon marché en fait pour tout ce qui est de risque dur, tout ce que nous pouvons empocher et sortir du pays. Donc il y a une mentalité de ne pas garder un investissement durable. Donc moi je voulais intervenir. La dernière chose, un petit mot par rapport à l'islam, c'était Khomeini qui a fait une grande invention. Les clergés disaient qu'on va prendre le pouvoir pour changer la société. À vrai dire, ils ont pris le pouvoir pour se faire changer eux-mêmes. Le système de clergé est en train de changer. D'abord, le chiisme, c'est polycentrique. Il devient de plus en plus autour de l'imam. Donc, on a un État religieux, mais un État religieux donné à une religion d'État. Et la religion d'État, quel est son principe? La religion d'État ne reconnaît pas la primauté des principes ou des préceptes islamiques. Il connaît d'abord un seul credo, maintien de pouvoir. Et c'est ça que Khomeini a dit, c'était la grande invention de Khomeini. Si pour maintenir le pouvoir, on est obligé de suspendre tous les principes fondamentaux de l'islam, on doit le faire. Donc ça, c'est la modernité de l'islam chiite. Regardez, on parle de l'islam politique, de Taliban, de, je ne sais pas, Daesh, et tout ça. Et on oublie l'islam. Vraiment, si vous voulez étudier l'islam politique, c'est d'abord l'islam de la République islamique d'Iran. On dit, ah non, mais ça, c'est un bon exemple dans la religion. Parce que dans la région, les autres sont en fait déchirés en différents côtés. Non, c'est ça, la forme la plus évoluée de l'islam politique, c'est l'Iran. Étudions-le pour voir à quoi ça va aboutir. Il nous reste quelques petites minutes s'il y a vraiment une question, une courte question. Nous disposons de cette salle jusqu'à 20h. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement, une petite intervention? M. Baïdji. Je voudrais faire une remarque en ce qui concerne le terme de la confiscation. C'est une sanction, c'est un châtiment. Parce qu'à partir du moment où vous êtes considéré comme contre-révolutionnaire, votre vie, votre liberté et vos biens ne valent rien. Ça veut dire que c'est un châtiment subsidiaire par rapport à la sanction principale qui est évidemment lancée contre vous. Par exemple, vous avez parlé de plusieurs épisodes, plusieurs époques. Par exemple, ces années 60, avec les 80, que
sur le début de la répression en Iran. Chaque fois qu'il y a un mandat d'arrêt contre un contre-révolutionnaire, tout de suite, ces affaires sont confisquées. Comment? J'ai appris moi-même, parce que j'étais avocat, j'ai appris moi-même par le notaire et par ma banque dans laquelle mon cabinet avait des comptes, que avant que je sois non seulement poursuivi, même que je sois au courant qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre moi, ils ont averti nos banques pour geler les comptes bancaires et personnels et de l'ensemble de la famille. Et même, ils ont lancé une circulaire à l'égard de tous les notaires iraniens pour dire que cette personne est interdite de transaction. Avant qu'un jugement, avant qu'une décision soit rendue, c'était valable à l'encontre de toutes les personnes dont les noms étaient sur la liste noire, ou sur la liste rouge. Et par conséquent, c'est un acte révolutionnaire. Il y a d'autres exemples aussi partout, qui n'est pas conforme au texte religieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le droit de la propriété n'est pas garanti en islam, ou même dans la charia. On peut dire que c'est un acte politique, évidemment sous l'emblème religieux, à l'encontre des personnes qui sont considérées comme contre-révolutionnaires, l'ennemi de l'islam ou l'ennemi d'un régime théocratique. Et ce que M. Laïchi vient de dire s'applique également aux minorités religieuses comme les Bahaïs. Et ça applique aussi à tous ceux qui sont vraiment considérés comme opposants. Ça peut être des soi-disant en fait les mécroyants ou les athées, les communistes, ça peut être les socialistes, ça peut être les Bahaïs, ça peut être les chrétiens, ça peut être aussi d'autres sectes islamistes qui ne sont pas comme en fait les derviches, qui sont aussi en fait musulmans, mais qui ne sont pas en bon terme avec le gouvernement. Donc le principe de confiscation, qui est effectivement un châtiment, s'applique en fait incontournablement et avec sérieux. Et ça, en fait, moi je vous conseille par rapport à ces éléments, regardez le rapport de Reuters 11, 12 et 13 novembre 2013 sur le CETA, 95 milliards d'euros des biens, des avoirs sous l'empire de Guy Souffret. Il donne un détail extrêmement intéressant par rapport à la gestion des biens abandonnés, qui est le principe de CETA. CETA est né en 1989, après la fin de la guerre, sous le prétexte de gérer les biens abandonnés, on a créé CETA. Et ça vous donne toute une série d'exemples de confiscation et en fait de droit de protection. Merci beaucoup, M. Laïchi. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre rencontre de ce soir. Je remercie à nouveau tous les intervenants. Je vous remercie également d'avoir voulu participer à cette rencontre et j'espère que tous ces débats vous ont donné surtout envie d'acheter des livres. Les livres, c'est ce numéro spécial de la revue internationale des études du développement consacré encore une fois à l'économie politique iranienne.